Alors, bonjour à tout le monde. Donc, Rose et moi, nous sommes sur cette table ronde avec Marie-Laure et Jean-Patrick. Marie-Laure, énergéticienne, Jean-Patrick, médecin. Nous, médecine symbolique, en train de confronter des approches différentes de l'âme, notamment l'approche de l'énergétique que tu as appris en Amérique, toi de ton approche de médecin généraliste, nous de nos expériences avec la médecine symbolique, et d'essayer de voir qu'est-ce que c'est qu'une médecine de l'âme, comment on peut définir ça. Et puis alors bien sûr, il y a des petites cerises sur le gâteau, ça va beaucoup plus loin que des définitions techniques, puisqu'on va aller chercher des profondeurs chez chacun des intervenants, et il y a des secrets de famille qui sortent, il y a des choses assez troublantes que Jean-Patrick va nous révéler sur sa vie, que toi tu nous révèles aussi, et que oui, allez, on peut le dire, il y a des choses très émouvantes et ça fait du bien. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Et merci d'être restés si nombreux pour cette soirée, cette nocturne, puisque le Forum des médecines de l'âme fait une nocturne ce soir, c'est ça. Et avec un thème, on va essayer de... Alors, on est sans filet, on vous prévient, on n'a pas du tout... préméditer quoi que ce soit, on s'est juste dit bonjour, on s'apprécie tous, mais on n'a pas de programme, on n'a pas fait de construction du débat. C'est vous qui allez participer avec nous à l'élaboration de répondre à la question qu'est-ce que ça pourrait être une médecine de l'âme. Alors nous on a notre idée, Rose et moi, c'est nous qui avons lancé les forums de médecine de l'âme il y a 6 ans, 7 ans. Le premier était en 2019 et on avait associé le mot médecine au mot âme en sachant que ça allait bien sûr étonner les gens. Et au premier forum des médecines de l'âme en 2019, on a eu un gros succès puisqu'il y a des milliers de gens qui sont venus et qui ont dit banco, nous on veut savoir ce que c'est, on veut voir ça. Et donc, ça fait depuis 2019 qu'on fait ces forums. Et là, on s'est dit, il faudrait peut-être qu'on fasse un peu plus sérieux, puis qu'on définisse un peu qu'est-ce que c'est qu'une médecine de l'âme. Et donc, on a invité, nous sommes tous là pour parler de ça. Donc, Marie-Laure, toi, tu es dans une approche un peu énergétique. Tu as écrit une dizaine de livres. Tu peux dire 2 mots, vite fait, sur ton parcours ? 2 mots sur mon parcours ? Ouais, en 2 mots, ça va être rapide. Hein. Je m'appelle Marie-Laure Tessette, je suis énergéticienne. Parle bien proche. Ah, tu m'entends là ? C'est bon, vous m'entendez là ? Donc, je m'appelle Marie-Laure Tessette, je suis énergéticienne. J'ai fait ça pendant 25 ans. Donc, j'ai d'abord eu un parcours classique et puis j'ai découvert l'énergétique par quelqu'un qui faisait ça et qui a soigné en 6 mois un truc que je traînais depuis 20 ans. Et donc, du coup, mon côté cartésien, parce que j'étais pas du tout... Enfin, cartésien. Besoin de connaître, besoin de comprendre a fait que j'ai commencé à étudier l'énergétique et j'ai tellement étudié ça que j'ai fait l'école de Barbara Brennan aux États-Unis, qui est une école en 4 ans, et Brennan c'est celle qui a écrit Guérir par la lumière et Le pouvoir bénéfique des mains, qui ont été des gros succès à l'époque. C'est ça. Et donc j'ai repris mes études pour aller étudier ça. Et puis après, évidemment, ma vie a changé. Donc, je suis devenue énergéticienne, alors qu'avant, j'étais responsable marketing à l'étranger, rien à voir. Et voilà, et puis au fur et à mesure du temps de pratique, ma pratique a évolué. Donc, j'ai d'abord accompagné des gens qui n'allaient pas bien. Et puis ensuite, j'ai accompagné des thérapeutes à oser se développer, tout en écrivant. Et voilà. Et donc, toi, l'approche énergétique, on va dire, il y a beaucoup de gens qui pensent que l'invisible, ça s'approche par l'énergétique. Alors toi, Jean-Patrick, toi, tu es médecin et tu as dit, moi, la médecine, c'est la médecine. Et tu as fait médecin. Voilà, déjà. C'est un peu rapide. Non, je crois que ça m'a pris très tôt, en fait. Ça m'a pris sur les bancs de la faculté. J'assistais à un cours de psychologie médicale. J'avais 19 ans, donc j'étais en 2e année de fac, et je suis sorti de ce cours effaré en disant, je vais le dire comme ça aujourd'hui, mais je l'ai pas dit comme ça à l'époque. J'ai dit c'est tout ce qu'on va, à l'époque j'ai dit c'est tout ce qu'on va nous apprendre sur la nature humaine, l'anatomie, la physiologie, la chimie, la biochimie, tout le bazar, et il y a quand même quelque chose qui existe là-dedans. En fait, ce que je disais, c'est est-ce qu'un jour on va nous parler de l'âme humaine ? Et en fait, ça a lancé des choses
Et puis ça a sommeillé, j'ai fait mes études de médecine classiquement, et bien, comme il faut, quoi. Et puis c'est quand je me suis installé en 1980 en Savoie, où au bout de 9 mois, j'ai dit, je peux pas continuer comme ça, il va falloir faire quelque chose, parce que je vais y perdre mon âme. Et ben j'ai commencé d'abord à chercher une médecine qui prenait l'être humain dans une dimension plus globale. Je me suis formé à l'homéopathie dans une grande école qui était l'école Dauphiné-Savoie, que je salue au passage parce que j'y ai beaucoup appris. Et j'ai rencontré des êtres magnifiques, mais j'en avais rencontré aussi dans mes études de médecine. Et ensuite, j'ai commencé une psychanalyse, puis un travail intérieur qui m'a occupé et qui m'occupe toujours, et qui m'a fait accoucher une médecine qui prend en compte l'intériorité humaine, et en fait qui prend en compte l'être humain dans toutes ses dimensions. Déjà la première, corps, âme, esprit. C'est une seule chose. Voilà. Ok. Fille, on va se coucher. Et puis donc, Rose, pour la médecine symbolique, moi je vais faire un peu l'interface parce que je suis aussi la médecine symbolique, mais Rose, si tu veux expliquer un peu. Alors pour moi, juste un petit résumé, ça m'est tombé dessus. J'ai jamais cherché quoi que ce soit. J'étais passionnée par la nature quand j'étais môme, à construire des jardins. Maintenant, je vois qu'au centre des déserts, ça me fait faire ces jardins. J'étais passionnée par tout ce qui est beauté. Et j'ai une vie de famille normale. J'ai fait 2 divorces, 4 enfants. Normal, hein? Donc j'ai bien expérimenté. Jusqu'au jour où ma sœur m'envoie une lettre et dedans, elle a fait un stage de géobiologie et avec ses baguettes, elle découvre qu'on peut détecter des réseaux. Et elle dit, tu devrais faire ça à ton mari, tu vas voir, c'est passionnant. Je lui fais faire, ça me fait détecter des choses, je retrouve mon chat, mais après, toute seule dans mon coin, je peux rien en faire. Donc moi, j'ai un parcours normal, on pourrait dire. Et donc, j'ai d'abord des études de biochimie, ensuite, je me reconvertis instit. Et puis voilà, je vis ma vie tranquille jusqu'au jour où ces fameuses baguettes arrivent dans ma vie. Et suite à mon 2e divorce, je pense que je vais rencontrer personne parce que j'en ai marre. Et là, se présente mon voisin Gilles Gandhi qui se sert de baguette pour rencontrer les lieux sacrés. Et je découvre un autre monde que jamais j'aurais imaginé. J'aurais eu peur. Les gens m'auraient montré les baguettes. J'aurais dit, ça c'est n'importe quoi. Moi, je crois que ce que je vois. Et là, quand je prenais les baguettes, ça bougeait. Je ne ressentais rien dans le corps. Mais ça bougeait pile comme les autres qui sentaient plein de choses. Et donc, moi, ça m'a plongé dans un autre monde invisible. Là, j'ai découvert qu'il y avait des battements. Enfin, on en reparlera, mais j'étais pas du tout branchée là-dessus. Et donc, je me méfie de tout ce qui se dit. Je veux vérifier, je veux être sûre que ça parle aux personnes. Et je veux pas partir dans n'importe quoi. Je crois que mes études de biochimie, et le fait que je sois pas partie dans un... J'étais pas tombée dans le bain toute petite, ça m'a permis d'être... Et ça me permet... d'être rationnel, les pieds sur terre. Et je veux à tout prix que dans ce monde invisible, on reste les pieds sur terre. Voilà. Ok. Alors, donc on parle de l'invisible, on parle d'énergétique, on parle... Toi, tu as lâché le gros mot, l'âme. Bah oui, parce que c'est pas scientifique. Hein. Et voilà. Et on parle de choses, et donc nous on parle de symboles et de l'invisible, et on parle de choses que dans notre tradition, tu l'as redit, corps, âme, esprit, il y a une dimension corporelle, une dimension âme, anima qui nous anime, peut-être émotionnel, puis dans la symbolique, esprit peut-être spirituel. Ça nous anime. Et pourquoi d'abord, pourquoi s'adresser à cette partie-là? Parce que, en fait, ceux qui, dans la tradition, s'adressent à l'âme, ce sont les religions, et pas les médecins. Est-ce que l'âme doit être une partie à soigner? Est-ce qu'on doit développer une médecine de l'âme ou est-ce qu'on doit développer une partie plus humaine dans les médecines actuelles? Il y a beaucoup de choses qui se posent comme question. Hein. Qui est-ce qui veut commencer là? Marie-Laure, tu te sens de... Déjà, toi c'est parce que tu as rencontré comme tu dis, une pathologie qui passait pas. Ouais.
et elle est passée avec autre chose. Oui, parle bien dans le micro. Et ça t'a fait dire il y a autre chose. Oui, ça m'a fait dire il y a autre chose qui n'était pas explicable. Alors j'avais déjà eu le long de ma vie des petites choses comme ça qui m'amenaient gentiment sur ce terrain de l'énergétique, mais je les avais vues, je les avais constatées sans prendre ce sujet-là à bras le corps, on va dire. Donc, j'avais déjà rencontré quelqu'un qui faisait de l'analyse de rêve, quelqu'un qui faisait du pendule, tu vois, des choses comme ça. Mais, je voyais ça, mais ça m'intéressait pas plus que ça. Mais là, le fait que cette personne, elle travaille sur moi et que c'est une implication aussi directe, je me suis dit, mais comment ça marche? Pourquoi ça marche? Et de ce fait, l'approche que j'ai choisie là avec l'école Brennan, en fait, ce qui me plaisait, c'est plus soit sur ce que tu dis, Rose, j'avais vraiment besoin que ce soit explicable. Je voulais pas, quand j'ai commencé, j'ai d'abord commencé par le Reiki, par exemple. Tu vois, j'ai fait des stages de Reiki. J'avais des gens sur qui je pratiquais, il y avait des résultats super. Mais moi, dire je canalise l'énergie des anges pour que tu ailles mieux, ça, je ne pouvais pas dire ça. Ça m'allait pas du tout. J'avais besoin d'une explication scientifique. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette formation aux États-Unis, parce que Brennan, c'est une physicienne. Et du coup, ça permet d'expliquer comment travailler sur le corps, aussi sur les blessures plus émotionnelles, mais de manière très cartésienne, pardon d'utiliser ce mot-là, mais par exemple, tu travailles sur tel niveau de l'aura, tu travailles comme ci, comme ça, tu vas rencontrer telle chose, tu travailles sur le 3e ou 4e niveau de l'aura, ça va être des choses différentes, et en fait, chaque action que tu vas faire sur ces différents niveaux vont pouvoir expliquer ce qui va se passer ensuite dans la matière. Et ça, j'ai trouvé ça, mais passionnant. Donc, en fait, pour résumer, on va travailler sur le corps, mais le corps invisible. Exactement. Mais ça reste très rationnel parce que c'est un corps. Oui, enfin, ou des corps. Ce qui m'a beaucoup plu, et je pense que ça va aussi dans le sens de la médecine de l'âme, c'est qu'elle a une approche aussi. Donc, on travaille sur l'aura dont certainement vous avez tous entendu parler, avec les différents chakras. Chaque chakra a une fonction psychologique, énergétique et physique. Voilà, mais elle explore aussi d'autres dimensions énergétiques comme la dimension du hara, qui est qui je suis quand j'ai décidé de m'incarner, quelles sont les aspirations de mon âme, qu'est-ce qui me fait vraiment triper et comment manifester sur cette planète. Et si tu veux, la vision de ce que j'en ai retiré et comment j'ai accompagné longtemps, c'est justement si tu n'es pas aligné avec ce que tu es venu faire, alors le corps t'explique que peut-être tu pourrais prendre une autre route, tu vois. C'est ça qui est intéressant. D'accord, donc tu arrives à un moment, l'alignement est nécessaire pour aller bien, pour avoir la santé, et toi, Jean-Patrick, tu pars du contraire. Tu arrives à des gens qui sont malades, et puis tu dis, mais je peux pas les soigner juste avec un médicament, il y a un truc qui manque. C'est ça? On peut dire ça comme ça? Il manque surtout la prise en compte de l'être... Et je vais employer ce terme tout de suite pour que ce soit clair. C'est prendre en compte l'être hominal dans toute sa dimension. Parce qu'il faut arrêter de penser que l'être humain est un animal supérieur. C'est une faille fondamentale de la pensée. Et en particulier de la pensée médicale d'aujourd'hui. Et si on veut avoir un tant soit peu espérance qui est une évolution de la pensée médicale, et avant toute chose, il faudra repenser l'homme. Qu'est-ce que l'homme? Avec un grand H. Masculin, féminin, tout ça, c'est l'homme. Donc l'être hominal, à prendre en compte, et il va falloir peut-être se poser la question. Tu disais tout à l'heure, Gilles, que c'est peut-être pas le boulot des médecins de s'occuper de l'âme. Non, c'est peut-être le futur boulot de nouveaux hommes médecine, et qu'il va falloir faire accoucher. Oui, parce que c'est ce que j'essaye de faire modestement dans mon coin. Ouais, pour expliquer la pensée de Jean-Patrick, on est très intime, il m'a expliqué ça. Il dit, il y a le minéral, le végétal, l'animal et l'hominal. Je le regarde, je dis, mais c'est quoi ce nouveau truc? Il dit, ben oui, on n'est pas un animal supérieur, on est autre chose.
Et c'est toute cette dimension que tu développes dans un... Comment t'appelles ça, l'Académie de médecine de l'homme. Avec un grand H. Avec un grand H, où j'essaye de faire émerger des hommes médecine. J'aime beaucoup ce terme, en fait. J'aime beaucoup ce terme que j'emprunte à la tradition amérindienne, parce qu'en fait, il contient quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire qu'en fait, il va falloir que ces hommes médecine développent une capacité à percevoir l'invisible, chez eux-mêmes et chez les autres. Ça demande un travail sur soi. Et en fait, peut-être que c'est ça le mystère de l'âme. D'un certain point de vue, peut-être que le mystère de l'âme, c'est cette espèce de chose en nous qui nous permet un dialogue intérieur et un dialogue avec l'invisible. Après, il faudra s'entendre sur qu'est-ce que ça veut dire invisible. Il y a un invisible personnel, mais il y a un invisible individuel. Je crois que celui qui, en termes de psychanalyse, l'a le mieux approché, c'était Jung, dans lequel j'ai baigné pendant plusieurs années. J'ai juste regretté un truc, c'est qu'il soit mort trop tôt, que j'ai pas pu le rencontrer. Mais je l'ai rencontré à travers ses écrits, et à travers une psychanalyse jungienne, entre autres, qui a commencé mon cheminement. Donc il va peut-être falloir effectivement se poser la question aussi, si nous avons une âme, à quoi elle sert ? Peut-être à ce dialogue intérieur avec l'invisible, qui est notre invisible personnel, c'est-à-dire notre histoire personnelle qui nous a construit telle que nous sommes aujourd'hui. Mais il y a aussi l'histoire à venir que nous avons à écrire et à témoigner dans nos actes. Alors ça change le point de vue de la médecine. C'est sûr que j'ai pas que des copains, mais c'est pas grave. Quand je dis, mais peut-être qu'on n'est jamais malade par hasard. Et on n'est jamais malade par hasard. Peut-être que la maladie, si on se met à l'écouter, elle peut être une alliée. En fait, c'est peut-être simplement un cri de l'âme qui essaie de se manifester à travers le corps. Donc on arrive au nœud du problème, parce que Marie-Laure, elle dit il faut être aligné dans sa mission, dans son chemin, je ne sais pas comment tu avais dit. Toi tu dis peut-être qu'il n'y a pas de maladie par hasard. Nous, on constate effectivement qu'il n'y a pas de maladie par hasard, ou qu'il n'y a pas de symptômes dérangeants par hasard. Et donc ça pose la question de l'âme qui est derrière, de cette présence qui nous anime. Est-ce que c'est son seul moyen de se manifester ? Comment tu as envie de dire deux mots là-dessus ? En fait, j'ai juste envie de vous répondre à tous les deux, parce que notre chemin, en fait, avec Gilles a peut-être lu des livres. En fait, moi, j'arrive totalement ignorante, n'ayant fait aucun stage, lu aucun livre de Jung et du reste d'ailleurs. Et par contre, la vie nous amène à expérimenter à travers les baguettes beaucoup de choses, à faire des synthèses, à se rendre compte que quand on a un apprentissage, toujours pendant 3 mois, on a des personnes qui arrivent avec les mêmes symptômes. Les baguettes nous donnent les mêmes signaux, donnent la même réponse pour que la personne puisse aller mieux. Il y a toujours du sens, de la conscience et un acte après. Ce qui fait que ça nous amène dans un monde où, ce que je ne connaissais pas du tout, cause-conséquence en fait. J'avais fait, juste pour revenir en arrière dans mon parcours, j'avais fait quelques stages avec Patrice Brasseur qui était là aujourd'hui comme conférencier, et j'avais découvert avec lui, vous vous rendez compte où j'étais loin à cette époque, que il y avait des miroirs, et que ce qu'on vivait la semaine, c'était, je me rendais compte quand même que ce que je vivais, c'était presque écrit dans les étoiles. Il nous expliquait que les planètes, Saturne et autres, avaient une influence sur nous, et que ça donnait tels effets. Et moi, je découvrais, je tombais du ciel, c'est le cas de le dire, que ça marchait comme ça, et moi, je le vivais. Donc, vous voyez, j'ai découvert ça. On a vécu beaucoup avec Gilles, beaucoup d'expériences qui ont donné lieu à beaucoup de livres, où on s'est rendu compte, les gens nous disaient, après avoir écrit ça, ils nous disaient, mais ça, tel philosophe ou telle personne avant l'avait déjà écrit. Et nous, ça nous le faisait vivre avant d'être passé par la théorie. Et donc, c'était quand même assez fabuleux ce qui nous arrivait. Donc, tous nos livres sont créés à partir d'expériences et non à partir d'apprentissage. C'est ça qui est... L'apprentissage par l'expérience. Voilà, apprentissage par l'expérience, exactement. Et donc, par rapport à ce que dit Jean-Patrick, en fait, moi j'ai découvert, je savais théoriquement qu'on avait une âme, je l'avais appris au caté, etc. Mais là, quand on apprend avec les baguettes et que les baguettes battent, et que c'est vivant, que c'est un mouvement régulier,
et qu'il y a tout un scénario entre guillemets, les personnes autour pleurent, le savent, le sentent. Et moi, la deuxième fois, je tombe du ciel. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, biochimiste, moi je crois que ce que je vois, il est invisible, parle, bouge, et donne des messages, c'était assez fabuleux. Donc on a beaucoup appris comme ça, et on apprend toujours comme ça, la vie continue à nous enseigner exactement ce que vous dites, exactement la même chose, mais on passe par l'expérience, la pratique, au lieu de passer par le haut, on passe par le bas. Et ça donne justement ces effets, il y a quelque chose qui anime. Pour nous, il y a du sens, ce que tu dis Jean-Patrick, il y a du sens, l'âme parle. J'ai l'impression qu'elle parle par symbole et qu'elle donne des messages dans le corps qui sont son langage à elle, que ce soit dans notre corps ou dans tout ce qui nous touche, mon fils, ma voiture, ma maison, ce sont des extensions qui parlent. Donc nous, on explore de ce côté-là comment répondre à l'âme par des symboles en fait aussi. Alors déjà, là, on a fait une première étape, je ne sais pas si vous avez senti, on est tous convaincus que l'âme existe déjà. Bon, Marie-Laure, elle l'a trouvé dans les chakras, toi tu l'as trouvé dans Jung. Seulement. Pas que seulement. Beaucoup. J'ai quand même rajouté une chose, parce que sinon on croit que j'ai trouvé dans les livres. Non, c'est aussi dans l'expérience. Et l'expérience, elle est contenue dans une phrase assez simple, mais qui est je dirais, un vrai voyage qui n'en finit pas. C'est connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Eh ben, c'est pas rien cette phrase. Quand je parlais d'homme médecine tout à l'heure, ça demande de faire ce voyage. Sinon, on n'accompagne personne. Alors c'est donc, l'expérience. donc là, Chacun notre forme d'expérience. on a la première étape, on a expérimenté tout ce ici qu'il y avait autre chose, et on dit bah ça doit être l'âme. Et puis ça pose une question parce que toi tu la soulèves et toi aussi. Et puis évidemment c'est quoi ce truc-là? Est-ce qu'on a une âme d'abord, ou est-ce qu'il y a un être? Parce que ça pose le problème d'une intelligence, toi tu as dit individuelle, je ne sais plus comment tu as dit, est-ce que c'est un truc séparé et individué comme nous on connaît notre corps, ou est-ce que c'est quelque chose de plus global? C'est par exemple, là ça pose la question, est-ce qu'ici il n'y a que une centaine d'âmes réunies dans une salle, ou est-ce qu'il y a un truc plus collectif qui nous unit tous, qui est une intelligence supérieure qui passe à travers nos âmes? J'aimerais bien qu'on aborde ce deuxième niveau de lecture de l'âme. Est-ce que l'âme, c'est quelque chose autre chose que ce qu'on conçoit comme étant une partie enfermée dans un corps? D'ailleurs, demain, on fait une conférence là-dessus. Est-ce que c'est une partie enfermée dans un corps? Probablement pas. Vous voulez aller vers cette dimension un peu plus collective de l'âme? Est-ce que c'est... Ah non, mais moi, je mets la barre plus haut, toujours plus haut. Hein. Je suis savoyard, moi. Allez. Est-ce qu'il y a une intelligence supérieure là derrière? Et je le dis comme ça. Si tu pars comme ça, on n'est pas couché. Hein. Il va falloir sortir 2-3 bricoles pour passer la nuit. Ben, moi, ce que je sens, et par l'expérience aussi, on ne peut pas dissocier. On ne peut pas dissocier corps, âme, esprit chez un être. C'est une trinité, en fait. Et c'est une partie de la biologie de l'être hominal que son âme. C'est une autre partie que son esprit, et c'est une autre partie que son corps. Et ces parties sont reliées, et elles se reflètent l'une l'autre. Ça, c'est d'un premier point de vue. Après, tu abordes un sujet qui est hyper important aussi, c'est l'âme groupe. Est-ce qu'il y a une âme collective? Et là, c'est vrai qu'il faut quand même se poser des questions. Comment se fait-il qu'il y ait... Je vais prendre quelque chose qui, moi, m'avait beaucoup frappé au début de mon exercice, où j'avais lu un bouquin d'un mec qui s'appelle Rupert Sheldrake, où il parlait des champs morphogénétiques. Il dit, il suffit qu'il y ait une pensée qui arrive à un moment donné à un endroit, et la même arrive aux antipodes. Il se passe quoi, là? Tu sais, plus prosaïquement, il suffit que tu aies un virus de la grippe qui apparaisse. Mais en fait, on croit qu'on se le file les uns les autres. Non, il apparaît à plein d'endroits en même temps. C'est dingue ce truc. C'est le même truc. Hein. Peut-être que Dieu, c'est le virus de la grippe.
Toi, ça doit te bouger, ça, Marie-Laure, ces trucs-là. Bon, c'est pas une question facile, mais je trouve que c'est intéressant d'y répondre. Dans ma vision, pour moi, quand on va dire quand l'âme s'incarne, on va dire ça, dans le corps, on va dire ça comme ça, elle vient pour accomplir une mission de vie ou quelque chose comme ça, tu vois, elle vient pour accomplir des choses, pour amener, ou pas d'ailleurs, c'est pas obligé, mais elle a une intention, en fait, quand elle arrive, elle a une intention. Après, est-ce qu'elle va est-ce qu'elle va réussir à la manifester sur la planète ou pas, on sait pas. Et en fait, c'est le travail de développement personnel ou pas, parce qu'il y a des gens qui y arrivent tout très facilement. On pourrait même penser qu'il y en a qui ont plusieurs essais, plusieurs vies. Ouais. Il y en a qui parlent de ça. Et puis tu peux avoir plusieurs chemins que tu vas accomplir au fur et à mesure, ou une intention qui va s'incarner et se déployer de plus en plus en fonction de ce que tu fais, ou de... Voilà, on va dire ça comme ça. Je ne sais pas si c'est clair, ou... je voulais que je donne un exemple. Ouais, je sais pas trop. Alors, ok, très bien. Je vais donner un exemple perso, si vous permettez, comme ça va être plus simple, et puis je peux en parler. Mais après, j'ai plein d'autres exemples de gens que j'ai accompagnés. Moi, quand j'ai commencé ce travail énergétique, avec beaucoup d'humilité, ce que je vais dire, en fait, ce que j'ai entendu, on va dire ça comme ça, c'était que une de mes missions, c'était enfin, ça, c'était déjà dans le deuxième temps. Ok, alors attends, on va recommencer depuis le début. Pardon. La première fois que j'ai découvert cette histoire de mission d'âme, là, j'étais encore responsable marketing dans une boîte à l'étranger. Et en fait, quand j'ai demandé qui je suis, j'ai entendu guérisseuse. N'importe quoi. Enfin, c'est un peu comme ce que tu disais tout à l'heure. Guérisseuse, pour moi, c'était une vieille dame dans une maison au milieu de la campagne qui soignait avec des plantes. Enfin, moi, j'étais responsable marketing à l'étranger, rien à voir. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quelque part, quelques semaines plus tard, j'ai trouvé ce premier stage de Reiki, etc. Et finalement, l'école de Brennan, quand tu regardes la traduction littérale de Barbara Brennan School of Healing, ça veut dire école de guérisseur. Bon, finalement, c'est ce que j'ai fait. Donc, je me suis dit, ah, waouh, c'est intéressant. Et donc, dans cette intention, donc j'ai posé la question de par toutes ces stages, ces études, sur quelle était ma mission, et on m'a dit, enfin j'ai entendu, parce que et j'étais pas d'accord hein, évidemment, participer à développer l'énergétique en France, n'importe quoi, enfin vraiment. Pourquoi faire déjà, et puis voilà. Et en fait, au fur et à mesure de l'avancée de ce que je faisais, j'ai commencé à ouvrir un cabinet d'énergétique. Et je me disais, ça marchera jamais, j'aurai personne. Puis en fait, j'avais plein de monde. Et puis j'ai commencé à écrire un livre sur le sujet. Puis en fait, il a été édité, mais je pensais jamais qu'il serait audité, etc., etc. Et en fait, au fur et à mesure que j'avance, l'intention se fait, tu vois. Regarde, j'ai été invitée par Gilles, merci Gilles, à ce forum. Je ne sais même plus comment tu es arrivé dans nos. Je ne sais pas non plus, parce que je ne connaissais pas Gilles. Il m'a appelé, il m'a dit tiens, tu vas faire la table ronde. J'ai dit t'es sûr, on ne se connaît pas. Il m'a dit oui, et voilà. Donc, voilà comment ça s'incarne au fur et à mesure. Et donc, j'ai pas oublié. Donc, ça, c'est pour moi, plus tu ancres ce que tu es venu faire et pourquoi, et plus tu y mets du sens, plus ça va se manifester sur cette planète. Voilà, dans ma vision. Mais c'est pareil pour le groupe. C'est-à-dire que si le groupe a une intention et qu'on est tous focalisés sur cette intention, puisque moi ma spécialité quand je recevais c'était l'ancrage et l'alignement, donc tu vois voilà, si le groupe est focalisé sur cette intention, et même il y a des exercices que tu peux faire en groupe pour focaliser l'intention, alors ça se manifeste. Et ça je l'ai expérimenté plein de fois. Donc si on mettait tous notre intention sur telle ou telle chose, du coup on pourrait le manifester. Le problème c'est comment on arrive à tous mettre la même intention et rester focus. Tu vois? Ouais. Donc là, tu es en train de nous dire qu'effectivement, il y a un truc qui touche le collectif. Oui. Ouais. Oui, et on peut non seulement... parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir ce que ça implique. Moi, j'aime bien,
voir les points de vue que ça implique que si on a un pouvoir personnel, ça, je pense que tout le monde est d'accord en disant qu'on crée sa santé ou on crée sa maladie. Quelqu'un qui a des addictions, il se crée des problèmes, c'est évident. Donc individuellement, on est conscient de ça. Par contre, collectivement, on n'est pas très conscient qu'on a un pouvoir sur le collectif. On a plutôt la croyance contraire, c'est que le collectif nous impacte. Et que si, par exemple, on va pas bien, c'est normal avec tout ce qui se passe sur la planète et toute l'ambiance qu'il y a. Et que, est-ce qu'on peut, du coup, Rose, tu voudrais peut-être aller là-dedans, est-ce qu'on peut faire l'inverse, c'est-à-dire impacter, nous, le collectif, en étant un groupe? Déjà, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Marie-Laure, en fait, j'ai plusieurs choses à dire par rapport à l'âme et le groupe. On fait un soin qui s'appelle, la vie nous a enseigné un soin qui s'appelle la remise à zéro pour les gens qui font éponge, qui sont pour eux dans leur corps énergétique. À la fin du soin, tout le temps, ça se sert du miroir du corps et de la maison, la maison c'est le miroir du corps, pour nous montrer comment l'âme s'est incarnée de dos, de travers, etc. pour nous montrer comment la difficulté pour l'âme, c'était un peu son enjeu existentiel au début, c'était son challenge. Si je viens de dos par rapport à la vie, eh ben je vais ramer à contre-courant et je vais en baver. Voilà. En gros, c'est ça. Ben, vous le montrer demain avec la figure, on verra. Et donc c'est étonnant parce que la personne nous dit oui, c'est exactement ça. Ou les âmes qui hésitent, ça nous montre exactement ça. Comment les âmes, avant d'entrer dans le corps, ont hésité parce que les âmes ont peur de l'inconnu. Enfin bref. Voilà, puis c'est un symbole, évidemment. Et puis par rapport au groupe, alors ça nous fait faire quand on est en groupe, soit en formation, à la fin de la formation, quand les gens ont bien bossé sur eux pendant 3 jours, par exemple, ou en atelier, une journée, les gens sont centrés, sont prêts, sont ouverts, ils ont vécu plein de choses, ça les a ouverts au niveau du cœur, donc certainement de l'âme. Ça fait assez souvent ça prend les personnes les unes après les autres et ça met en place une forme symbolique. Et ça peut être une forme de n'importe, une goutte d'eau, des formes toujours une croix, c'est arrivé plusieurs fois, mais des formes étonnantes qui positionnent les hommes et les femmes vraiment à des endroits spécifiques. Les personnes doivent se toucher. Donc là, nous, je laisse faire les baguettes qui désignent, qui mettent en un scénario. Et donc, les gens ont les yeux fermés, ils sont vraiment côte à côte reliés, donc ça fait le 1. Et ensuite, ça demande à ce que tout le monde respire en même temps. Et la forme devient vivante à travers les humains qui sont là. Tout le monde inspire, je donne le mouvement, ça me fait donner le mouvement, moi ça tourne autour de la forme. Et tout le monde inspire, tout le monde souffle. Et au bout d'un moment, la vie est là. Le groupe devient vivant et il se passe des choses. Certaines personnes le sentent vraiment dans leur corps. Il est arrivé que certaines personnes tombent par terre parce que énergétiquement, elles doivent aussi vivre ça. Ça les aide quelque part. On peut pas savoir, mais c'est étonnant ce que la vie nous propose, en fait. C'est magnifique ce que tu partages, merci. J'ai trop envie, je te dis, d'aller dans un atelier. Ça ne le fait pas tout le temps. Hein. Non, je me doute. Non, mais après, les gens, ils pensent que ça... Non, nous, on laisse faire. On ne demande rien, ça se fait. Je voulais aussi partager, si tu permets, encore une expérience de groupe. Évidemment, tout le monde se souvient des attentats Charlie Hebdo. Et en fait, il y a eu une demande de 3 minutes de prière le lendemain, midi, je crois. Voilà. Et moi, j'avais un soin à ce moment-là. J'étais en soin, donc ma cliente est venue, donc j'ai fait le soin. Et en fait, c'était incroyable parce que à un moment dans le soin, je sais pas comment vous dire ça, donc tu canalises l'énergie, ok, moi je mets les mains sur le corps, etc. Et à un moment dans le soin, j'ai senti une ouverture. J'avais l'impression que le ciel s'ouvrait et mais vraiment, tu vois, j'en ai encore de l'émotion, rien de le partager. C'était vraiment fort. J'avais l'impression que le ciel devenait bleu. C'était incroyable. Il y avait une énergie, une puissance, une luminosité, une clarté, un truc de fou. Et en fait, je me suis tournée et on était à midi
pile. Et en fait, je me suis dit, waouh, ça, c'est la puissance de la prière du collectif. C'est-à-dire que on était 60 millions de personnes, j'ai encore des frissons, hein, rien d'en parler, à prier plus ou moins, tous ensemble, chacun prier, c'est un mot, tu l'utilises comme tu veux, mais avoir une minute de silence, voilà, à être relié dans le cœur. Et en fait, je sentais ça. Incroyable. Et ça s'est arrêté. 3 minutes plus tard, j'ai senti le ciel qui se referme, en fait. Toutes les pensées de ces 60 millions de personnes qui se sont arrêtées pour, tu vois, pour prier, revenir, et ça s'est fermé. Alors, bon, puisque tu as lâché ce mot, Jean-Patrick, je le vois qui bouillonne à côté. je crois que là, c'était obligé de... Je te vois venir. Bah oui, tu me vois venir, bon, bah, c'est comme ça. Tu voulais pas en parler, mais je crois que tu es obligé, là. Obligé d'en parler. Voilà. D'abord, je voudrais... Parle bien dans le micro. Je voudrais dire ce qui me touche aussi dans tout ce qui se dit, c'est qu'en fait, on touche du doigt une autre dimension de l'être hominal dont je parlais tout à l'heure, c'est la dimension écosystémique. Il y a 3 grandes dimensions, corps, âme, esprit, écosystémique et ontogénésique. Alors ça fait très savant, c'est la dimension évolutive en conscience en fait, la dimension ontogénésique. Marie-Laure parlait tout à l'heure de mission, etc. Mais c'est peut-être ça la dimension ontogénésique, c'est qu'est-ce qu'on est venu faire sur Terre et accomplir. Je reviens à la dimension écosystémique. On est un écosystème. On est un ensemble de fonctions, c'est un écosystème. On est un écosystème parce qu'on est corps, âme, esprit, c'est un écosystème et on vit dans un écosystème. Donc il va falloir se poser des questions sur, au-delà de l'écologie, nous avons une dimension écosystémique, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Après, parce que Gilles m'a tendu la perche et que je ne peux pas me dérober... T'as pas intérêt. Quand on s'est rencontrés... dans son petit village qui s'appelle les Déserts. C'est pas rien comme nom. Le désert. Les déserts. Attention, en Savoie, il y a le désert en Chartreuse et les déserts dans les Bouches. C'est pas pareil. Les déserts. C'est pas rien le désert en fait. C'est un lieu de solitude et de silence normalement. Et en fait, je lui ai fait part d'une chose, c'est que avec les membres de mon académie, ou de notre académie, je devrais dire, on a mis en place il y a quelques années, parce que la fille d'une de nos consoeurs avait une maladie extrêmement grave, on a mis en place un groupe de prière. Et ça a conduit à une chose, c'est qu'elle a pu être opérée alors qu'elle était déclarée inopérable, et qu'aujourd'hui elle est en pleine forme, et elle vient de repasser un scanner de contrôle, il n'y a absolument plus aucune trace. Premier niveau d'expérience. Deuxième niveau d'expérience, j'ai été réopéré du cœur, j'étais opéré 2 fois. Une première fois en sortant de cette ville de Caen sur un brancard, j'ai raconté tout à l'heure dans l'atelier que j'ai animé. Et une deuxième fois, j'ai été réopéré il y a 3 ou 4 ans parce qu'il y avait, il fallait réintervenir. Et tous les gens de l'académie, les membres de cette académie, priaient pour moi. Et je suis sorti de la salle de réveil en sentant non seulement leur présence, mais d'autres présences autour de moi, bienveillantes. Donc, je crois qu'à partir du moment où on considère l'être humain dans cette globalité corps, âme, esprit, il va falloir accepter que la médecine médicamenteuse, c'est juste une béquille transitoire, qu'il y a bien au-delà. Ou alors on n'a rien compris à ce qu'était la guérison. La guérison, c'est pas la disparition des symptômes. C'est quand la maladie nous a suffisamment enseigné et fait grandir. Oui, c'est joli. Oui, c'est sûr. Yes. C'est mon âme de poète. Donc, je reviens quand même je vous lâche pas, hein, je reviens quand même à ce truc. Il y a quelque chose de plus grand qui
on peut s'adresser à quelque chose de plus grand. On peut s'adresser, nous on dit par le symbole, toi tu dis par la prière, toi par tes pratiques avec tes mains, je sais pas. Bon. De toute manière, il y a 36 moyens, c'est pour ça qu'on fait des forums de médecine de l'âme, c'est parce qu'il y a 36 000 moyens de s'adresser à cette partie-là. C'est juste que là, on touche quelque chose d'important, c'est si la clé de la guérison, c'était ça. La vraie guérison, si la vraie guérison, c'était ça. Je même provoque, est-ce qu'on pourrait mourir d'une maladie, mais guéri de l'âme? Tu veux dire ça? Oui, alors là, c'est un oui massif. C'est un oui massif. Bon, je ne suis pas encore mort, donc je ne peux pas parler de ma propre expérience de la mort, mais j'ai eu l'honneur d'accompagner quelques êtres dans leur fin de vie, et en particulier un de mes amis dont je parle dans mon livre, je l'appelle Gaspard. Et ça a été un chemin où je ne sais pas qui a accompagné l'autre en fait. Et puis ensuite, j'ai accompagné un être qui est venu me chercher, qui avait un chemin dans une voie spirituelle dans laquelle j'étais aussi à l'époque, et qui est venu me chercher parce qu'il avait un cancer de l'estomac, et il m'a dit, écoute, j'aimerais bien mettre du sens là-dessus, avec la médecine que tu as créée, je pense que tu peux m'aider. Et il n'a pas été débarrassé de son cancer, mais je crois qu'il a fait une route magnifique. C'est-à-dire que c'était un petit bonhomme qui avait peu foi en lui-même, qui était extrêmement discret, effacé, etc., et qui petit à petit a grandi intérieurement. Et sa fin de vie, pour moi, était assez exemplaire, parce que d'abord, il est mort avec un grand sourire en disant « je m'absente ». Mais surtout avant ça, dans les derniers instants, il me disait « écoute, j'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup pratiqué sur moi à travers tout ce que tu m'as à travers tout ce que tu m'as apporté dans ton accompagnement, mais je sens, un jour il m'a dit, je sens aujourd'hui que je ne peux pas garder ça pour moi. » Je dis, bah écoute, t'es à l'hôpital, sors de ta chambre et il y a forcément des gens autour de toi qui te touchent et qui vont avoir besoin de ton témoignage et de ton accompagnement. C'est ce qu'il a fait. Il est sorti de son lit et il allait de chambre en chambre dans ce service de l'hôpital de Lyon où il était. Et puis un beau jour, il me dit, tu sais, je ne peux plus me lever maintenant. Et je ne peux plus aller les accompagner ici. Je dis, tu peux continuer à les accompagner. Prie pour eux. Prie pour eux. Et il a continué à les accompagner. Et il est mort en priant pour eux. Pour moi, il est guéri. Moi, j'ai envie de parler de Joseph. Il s'appelait Joseph. En fait, on a vu tout à l'heure une conférence sur l'énéagramme avec Luc, et c'était un 8, un grand dur qui certainement ne s'aimait pas, et donc n'aimait pas les autres. On ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas. Très dur avec lui toute sa vie. Et en fait, Joseph avait un cancer de la prostate, et donc il n'a jamais voulu faire soigner, parce qu'il était fort, lui. Et donc, il est resté des années comme ça en étant fort, mais en souffrant énormément. Et quand il est venu en soins plusieurs fois nous rencontrer, en fait, il en voulait la terre entière, et il passait ses journées devant la télé à vociférer, à insulter les hommes politiques qui étaient des menteurs, qui étaient... voilà, vous imaginez, peut-être. Au niveau médical, au niveau médical, on ne pouvait plus rien pour lui. C'était ce qu'on appelle le stade terminal. Quand il est venu nous voir, c'était fini, quoi. Il avait 15 ans de cancer de la prostate. Donc 15 ans de souffrance quand on est fort. Et donc, il a eu plusieurs soins, médecine symbolique. Et au début, c'était un ours, mais vraiment un ours difficile. Je me disais, mais avec les baguettes autour de lui, mais qu'est-ce que je fais là? Et puis petit à petit, il m'a aidé à descendre là. Pas de jugement, il fait du mieux qu'il peut, il est dans la souffrance, donc ça m'a appris à écouter aussi la souffrance de l'autre. Hein.
Même si j'ai beaucoup souffert, les autres souffrent aussi et à accepter qu'ils souffrent et qu'ils fassent du mieux qu'ils peuvent. Et donc on l'a vu plusieurs fois jusqu'à ce qu'il décède. Mais avant qu'il décède, en fait, je me souviens devant le grand miroir de l'entrée, j'étais seule avec lui et puis à la fin du soin, en fait l'enjeu c'était qu'il s'aime, qu'il parte en s'aimant. Et là, il se regardait dans le miroir. Les baguettes avaient dit non, il faut qu'il se regarde dans le miroir. Et je dis, mais Joseph, c'est obligé, c'est toi, c'est faire le lien avec toi, avec qui tu es s'aimer, c'est juste un lien, mais c'est énorme ça. C'est la guérison en fait. Si on fait le lien, si on dit oui, c'est le lien de notre âme à notre âme, en chantant le mental, et en fait, au bout d'un moment, en fait, ça me touche aussi. Et en fait, il s'est mis à pleurer. Et puis il a dit, oui, c'est vrai, je m'aime. Son corps est mort, mais son âme était guérie. Et en fait, c'est là où on touche une dimension de la médecine de l'âme, c'est qu'il faut absolument que vous soyez persuadé que c'est pas un forum où on vient soigner des maladies. On ne soigne pas des maladies, comme tu as dit Jean-Patrick. On n'est pas là pour faire partir des symptômes, on est là pour éveiller une conscience. Et la conscience suprême, c'est l'amour. Et on est en train d'essayer de s'aimer un peu plus tous les uns les autres, et soi-même. Et c'est un peu ça. Tu veux, Marie-Laure ? Ouais, je voudrais rajouter, je voudrais partager moi aussi le fait qu'effectivement, tu peux, le corps peut mourir, mais l'âme peut être guérie. Ça me touche aussi quand je te vois, Rose. Et mon expérience de ça, alors il n'est pas encore mort, mais j'ai partagé ça dans mon dernier livre, qui s'appelle Sur le chemin du cœur. Et c'est exactement ça. C'est quelqu'un que j'ai rencontré qui se détestait tellement, parce que c'était un criminel. Et je l'ai rencontré, pas par hasard, mais enfin par hasard, tu vois. Et en fait... le chemin, ça a été le chemin de l'amour, malgré ce qu'il avait fait. Enfin, c'est pas une histoire d'amour au sens où on l'entend, mais sur justement accepter l'autre et le fait que il ait partagé sa noirceur la plus profonde. Tu vois, il y avait comme une espèce, comme une intimité incroyable d'authenticité. Et en fait, donc là, c'est là que moi, ça va résonner. En fait, pendant des mois, il m'a dit, mais de toute façon, je suis qu'une merde. Il s'en voulait tellement de ce qu'il avait fait et il n'arrivait pas à se pardonner ça. Et en fait, moi, je trouvais que ce qu'il avait fait était terriblement inspirant. Une fois que j'ai eu passé tous les jugements, il a eu un chemin de rédemption absolument énorme, un travail personnel incroyable. Et du coup, j'en ai écrit un livre. Et il m'a toujours dit, je veux jamais que les gens sachent qui je suis. Personne ne le sait d'ailleurs. Et en fait, les premiers retours de lecture, en fait, il a découvert qu'il pouvait être aimable. Et donc, il a réussi à s'aimer. Et c'était ça, sa guérison. C'est exactement ce que tu viens de dire. Et ça, je pense que du coup, il est en train de partir, je le sais, hein, enfin, je veux dire, on se voit quelques fois, mais il est sur le départ, mais il part apaisé. Et c'est ça le plus important. Juste pour rajouter un petit truc, en fait, je pense que son chemin m'a guéri aussi. Ça, c'est évident. Ah ben oui, moi aussi, évidemment. C'est nos chemins de guérison. J'aimerais juste rajouter un petit truc par rapport à l'amour, le lien. En fait, ce que ça nous fait faire depuis très longtemps, ça nous fait faire un rite, un mouvement qui part du bas, comme si on allait chercher la sève, qui monte à travers nous et qui, au niveau des seins, on projette devant. Et au début, on pensait que c'était le souffle d'or. Et en fait, en rentrant chez moi, ça me dit, non, c'est le souffle du Saint-Esprit. Et jamais je me suis posé la question de savoir ce que c'était que le Saint-Esprit, du tout. Mais alors, aucune curiosité,
puisque c'est comme ça m'est venu. On apprend aux élèves à faire, je demande au souffle du Saint-Esprit de venir à travers moi et de nettoyer, par exemple, l'âme qui est présente, qui n'a pas pu s'élever. Et en fait, en regardant ça de plus près, quand même un petit moment, je me dis, tout de même, c'est quoi ce souffle? Et je le sens profondément au fond de moi. Ce qui part de notre cœur, c'est un lien, c'est le lien d'amour, je suppose, c'est le lien qui unit toutes les âmes. Et si on dit oui à ce lien par rapport à une autre personne ou une âme qui est en peine, et ben ça refait un lien et ça la ramène dans le chemin de l'amour, dans la communauté des âmes, dans le groupe des âmes. Ça refait le lien. On pourrait dire que ça nettoie. Je sais pas si ça nettoie, mais ça transforme et ça, tous ces vieux trucs qui empêchaient d'être reliés, en fait, ce souffle-là remet dans le groupe. Et ça permet à l'âme de s'élever, de s'expanser. Enfin, nous, c'est ce qu'on remarque. Et voilà, pour moi, ce lien-là, c'est la guérison. Et je l'ai découvert, comme ça, en vivant, mais sincèrement, je pense que c'est par là, la guérison, dans le lien. Alors, ça pose on est sur le collectif, une intelligence supérieure. On n'a pas encore dit le gros mot de Dieu, parce que c'est le nom qu'on donne à Dieu quand on parle de l'invisible et tout ça. Et peut-être que ça serait le moment maintenant que vous interveniez dans la construction, là, parce que nous, on a fait un sacré boulot, mais on peut se reposer un peu. Hein, et puis, est-ce que parmi vous, il y en a qui ont envie soit d'apporter un témoignage, soit de poser une question? À qui? Quelle question? Allez-y, profitez-en, hein, parce qu'on est entre nous, là. D'Ivoire. Alors, je répète la question je la synthétise. Hein. Sur le lien corps, âme, esprit, les études qui sont faites en neurologie, les neurosciences sur l'esprit, etc. La méditation, tu disais. On en est où actuellement? Je ne sais pas si c'est ton domaine ou... Qu'est-ce que... D'une certaine façon, oui. Est-ce que vous pensez qu'on va, à un moment donné, basculer vers cette fameuse... C'est ce que j'essaye de faire. Oui, je vois bien, mais... Non, je vais répondre plus complètement, parce que votre question, elle est extrêmement importante. Parce qu'elle demande effectivement à ouvrir une porte, et en particulier de remettre les choses à leur juste place. La science est une chose, et elle est extrêmement pertinente en matière de savoir sur le visible. Mais elle est non pertinente en matière de connaissance. La connaissance est une expérience, et elle n'est pas... on ne peut pas la codifier scientifiquement. Ce sont d'autres paramètres, de la même façon qu'on essaye de faire rentrer certaines médecines, et je pense en particulier à l'homéopathie, puisque c'est une médecine que j'ai exercée des années, on essaye de le faire rentrer dans le cadre de la médecine officielle. C'est une aberration intellectuelle, et c'est une escroquerie intellectuelle, parce que ce ne sont pas les mêmes modalités de fonctionnement. La médecine telle que je la conçois aujourd'hui, et quand je parlais d'homme-médecine tout à l'heure, c'est qu'il y a une base de savoir scientifique nécessaire, parce qu'il y a une démarche scientifique qu'il ne faut pas nier, mais on ne peut pas nier de la même façon la construction de l'expérience de l'homme-médecine et du patient qu'on a en face de nous. C'est une conjonction de ces expériences qui va faire évoluer les choses. Et je crois qu'il va falloir admettre une chose, c'est qu'aujourd'hui, on n'est qu'au début d'une réflexion, et c'est ce qu'on est en train de faire avec l'équipe avec laquelle je travaille. Et la première étape de cette réflexion, c'est qu'il va falloir déjà redéfinir qu'est-ce que c'est que l'être hominal. Sinon on est sur une faille anthropologique fondamentale qui fausse la donne. La deuxième faille, c'est une faille de connaissance. Et là, il faut entendre les choses à cet endroit-là. C'est une faille de connaissance, c'est que nous n'avons aucune... Quand on est formé à la médecine aujourd'hui, nous n'avons aucune connaissance de ce qu'est l'être humain, parce que nous n'avons aucun accès à la connaissance intérieure. Or, cette porte, il va falloir l'ouvrir. Et accès à la connaissance intérieure, c'est d'abord connais-toi toi-même,
Et toi-même, dans le toi-même, il y a deux dimensions. Une dimension inférieure qui est celle de l'ego, c'est ce que je suis issu de mon passé, qui m'a construit d'une certaine façon, mais il y a aussi un connais-toi toi-même qui est notre nature supérieure. Et ça, c'est le travail de l'âme. Je dirais, c'est le voyage de l'âme. Et dans ce connais-toi toi-même, il se complète et tu connaîtras l'univers. C'est-à-dire, tu connaîtras tout ce qui s'est, l'ordre du monde de la création depuis que la création existe. Mais ça implique aussi de prendre en compte quelque chose qui aujourd'hui est très très mal compris, c'est la vie éternelle. Qui n'est pas une vie qui dure tout le temps, qui est la vie en dehors du temps et de l'espace. Ça, c'est une chose. Et ensuite, il y a aussi, et tu connaîtras l'univers, c'est effectivement toute l'histoire, tout l'ordre du monde, point de vue de tout ce que, quand je parlais des différents règnes, ça c'est l'ordre du monde, mais il faut les connaître de l'intérieur. Qu'est-ce qui a animé ces différents règnes? Et qu'est-ce qui les anime encore aujourd'hui? Et ensuite, et tu connaîtras l'univers et les dieux. Il y a des hiérarchies dans l'invisible. Là aussi, c'est un travail de connaissance qui n'en finit pas. Ça occupe toute une vie. Et peut-être plusieurs vies. Vous ne pensez pas qu'on l'a Alors, dans la partie vibratoire? Je crois que Marie-Laure, tu voulais intervenir. Ouais, si tu permets, je voulais répondre à ma façon à votre question à plusieurs niveaux. Moi aussi, j'ai envie de répondre. La première chose, c'est que je pense qu'il faut distinguer la relation entre la médecine et l'énergétique ou quoi en France et ailleurs. Donc, par exemple, moi j'ai fait l'école Brennan aux États-Unis. La plupart des diplômés de cette école sont médecins, infirmières ou viennent de professions médicales. Et donc, ils incluent ce que je ne suis pas, mais je faisais partie des 3% qui ne sont pas, qui n'ont pas fait d'études médicales. Je les ai fait après, pendant l'école, on va dire. Et en fait, tous ces diplômés, ils incluent leur pratique énergétique dans leur pratique médicinale après leur diplôme. Donc ça veut dire que vous avez par exemple des médecins en Suisse qui sont diplômés d'école Brennan et chirurgiens de reconstruction du sein, par exemple. Vous avez aux États-Unis, il est plus courant et j'ai participé moi-même de faire participer des guérisseurs dans la salle d'opération. Moi, j'ai participé à distance, mais j'avais des copines diplômées de l'école Brennan qui participaient en même temps que les chirurgiens dans la salle d'opération. C'est juste passionnant. Et donc ça, je trouve que déjà, il y a des ponts que nous, en France, on n'a pas encore, mais qui existent déjà sur d'autres continents ou dans d'autres endroits. Et pourtant, et pas que, c'est-à-dire qu'en France aussi, sauf que je trouve qu'on a cette envie que ça soit plus vite, plus fort, tout ça. Mais je me suis rendu compte de ça parce que récemment, j'ai participé à un podcast sur l'évolution énergétique en France, qui faisait que j'étais un peu dinosaure, tu vois, parce que moi, je fais ça depuis 25 ans. Du coup, c'était un peu quand t'étais jeune, bon, bref. Et en fait, maintenant, dans les hôpitaux, vous avez des médecins qui vont, même s'ils peuvent pas expliquer pourquoi ça marche, comment ça marche, mais qui vont recommander des coupeurs de feu pour toutes les personnes qui sont atteintes d'un cancer. Donc, enfin, je veux dire, un médecin recommande des coupeurs de feu, c'est juste quoi. Vous avez moi, je suis du Mans. Et ben, il y a un hôpital au Mans qui, si vous le demandez, pratique l'hypnose opératoire. Donc, alors c'est encore, c'est à petite dose, hein, c'est pas tous les hôpitaux, mais ça veut dire que quand même, je trouve qu'il y a des portes d'entrée qu'on peut pas nier, qui n'existaient pas il y a 10 ans, quoi. Voilà. Donc je trouve que, tu vois, par exemple, même l'ostéopathie. L'ostéopathie, maintenant, c'est remboursé par les mutuelles. Il y a 20 ans, c'était sous le manteau, l'ostéopathie. On n'avait pas le droit de dire qu'on allait voir un ostéopathe, c'était interdit. Donc, je trouve qu'il y a de l'espoir, moi. Je ne sais pas qu'il n'y a pas d'espoir. Je parle d'un vrai point de bascule où on va regarder l'aide dans sa globalité pour s'en occuper. Ben, ça commence, moi, je trouve. Ouais, 200 ans. 200 ans. Avant que ça arrive dans les facultés, 200 ans. Oui. Ah, maintenant, ça va des bonnes en méditation. Est-ce que... Puis, il y a un cheminement. Dis-moi. Mais je répète ta question, vas-y.
j'ai détaché avec ma profession il y a 4-5 ans parce que je ne voulais pas qu'on m'associe au médicament et j'ai compris pourquoi je suis passée par ce parcours-là. J'ai entendu une mot et depuis qu'elle dit il y a pas longtemps, Peut-être, je sais plus. en fait, les gens ont besoin d'être rassurés. Donc, merci d'avoir cette approche qui n'est pas de votre nom. Merci d'avoir insisté sur ce fameux que toi, toi-même, tu ne connais pas de bien. Je pense à Philippe Guimand, là, ce soir, qui fait partie des scientifiques, vraiment arrive à joindre la science qui ne doit plus être matérialiste. C'est ça le hic, c'est que tant qu'on restera sur une science matérialiste, Voilà. Est-ce que tu peux être plus précis sur ta question parce que j'ai pas une question. ah d'accord. C'est de rassurer, pas rassurer. Voilà, c'est pas et là, je me rends plus sur le fait d'être s'ouvrir à autre chose. Et j'ai envie de dire, des fois, on dit on a une âme et nous avons une âme et nous sommes une âme et nous avons un corps. Je sais pas, mais j'ai pas de question. J'ai envie de dire, soyez gentils, ça bouge. Et les gens ont besoin d'être rassurés souvent d'avoir un côté scientifique. Donc, des fois, on demande à nous d'être pharmacienne, que pensez-vous de la médecine allergique? Mais c'est une ancienne médecine, oui, allez-y, n'attendez pas tous les malades faire accompagner par différentes approches. Dans les chemins de cancer, on parle de parcours de soins, c'est quelque chose d'évident, on en parle. En fait, c'est ça, donc ça bouge. Donc, quand on prendra l'humain dans sa globalité, on n'arrêtera de penser que. J'ai pas de question. Oui. Merci à toi. Alors, juste on va prendre d'autres questions. Essayez de poser des questions pour faire parce que là, sinon, on va donner nos témoignages. Effectivement, il y a des histoires de. Il faut faire attention de ne pas opposer, là, par exemple, la science avec les traditions ou la science avec ce qui se développe dans les nouvelles médecines et tout ça. C'est parce que on est plutôt dans une approche complémentaire dans ce qu'on a entendu, c'est-à-dire que chacun son domaine, quoi. Chacun son domaine. Si moi j'ai une fracture de la jambe, je vais aller à un hôpital et puis basta. Mais le pourquoi de ma fracture, je vais peut-être voir un psy, et le sens spirituel que ça a pour mon cheminement, parce que c'est ma jambe, je ferais peut-être une médecine de l'âme. Mais c'est complémentaire tout ça. Hein. Nous, on essaye de ne pas opposer ces trucs-là. Mais c'est vrai que c'est en train de bouger dans tous les sens. Il y a une question par là. Oui, il y avait une question. Merci beaucoup. J'avais une question sur la multidimensionnalité de l'âme. Est-ce que ça vous parle? Et dans ce cas-là, comment peut-on parler de guérison de l'âme si elle est multidimensionnelle? Alors, la multidimensionnalité de l'âme, et si elle est multidimensionnelle, comment on peut parler de guérison de l'âme? Qui se frotte à ce livre? Ah, non, Rose, qui est biochimiste, je rappelle. Alors, je ne peux pas vous apporter une preuve scientifique. En fait, dans les soins qu'on pratique, on a eu plusieurs fois des personnes qui nous disent, même en public devant, une personne est désignée par les baguettes et elle monte sur scène, on détecte l'âme de son père, pour une femme, je me souviens, et puis elle nous dit, ça fait la troisième fois qu'on essaie de faire partir l'âme de mon père. Et on dit, nous, alors c'est pas en médecine symbolique, ils disent. Elle nous dit, si. Alors là, on se pose des questions. Et donc, j'y pose la question, alors pourquoi l'âme de votre père est encore là? Et il demande à la personne, et pourquoi vous la retenez? Alors, c'est un petit peu une question qui pourrait être culpabilisante, mais si on réfléchit, pourquoi je retiens ou pourquoi je garde le lien avec mon père ou l'âme de mon père, mais c'est le symbole du lien qu'on a gardé, qui n'est pas résolu, qui n'est pas transformé en conscience. Et donc maintenant, on fait attention quand on a
une âme qui se présente dans la bulle énergétique de la personne, on dit bien c'est comme si c'était l'âme, mais ça peut très bien être, comme on a la main avec les 5 doigts, ça peut très bien être un lien qui n'a pas été nettoyé en conscience, qui reste, oui, mais mon père, il était comme ça, et je l'ai encore pas transformé en potentiel personnel. Et donc là, pour nous, hein, pour moi, mais je pense pour nous, l'âme peut se manifester dans la famille, avec l'ex-femme, avec les enfants, par exemple l'âme du père qui est décédé, parce qu'il y a des liens qui restent là, des liens karmiques, et donc qui peuvent être toujours là et déranger en fait, nous retenir. Mais là, au niveau de l'âme, il n'y a pas d'espace-temps. C'est pas dans ce sens-là que je Ah, d'accord. C'est-à-dire que si on considère qu'on peut vivre plusieurs vies en même temps, c'est une âme Oui, le fait qu'il n'y ait pas d'espace-temps ou que l'âme puisse être à plusieurs espaces-temps en même temps, l'âme ou la conscience, tu veux dire ça? En fait, on rejoint un truc qui est vraiment basique de basique, c'est à quoi ça sert. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup d'approches où souvent ça fait perdre le contact avec la réalité pour les gens. Une fois, je voyais un intervenant qui disait, peut-être que si j'ai mal au genou, c'est parce que j'ai une autre partie de mon âme qui est en train d'être pourchassée par un chasseur-cueilleur du néolithique. Et j'ai dit, à quoi ça sert? Moi, tout de suite, moi, je suis comptable, hein, débit crédit. Hein. À quoi ça sert? À rien. Juste à imaginer quelque chose qui me dédouane de mon mal de genou, mais ça sert à rien. Et en fait, nous, on se rend compte dans la pratique, c'est que chaque fois qu'il y a une manifestation, Rose a dit, on peut même avoir plusieurs fois la même manifestation, par exemple, détection d'une âme du père. Chaque fois qu'il y a une détection, une manifestation, qu'elle soit invisible ou visible dans le concret, il y a du sens. Il y a une possibilité d'éveil de la conscience. Même si on est déjà venu 10 fois sur le sujet et qu'on a fait une psychanalyse complète sur le sujet, il y a encore quelque chose. Et il y a encore quelque chose. Et il y a encore quelque chose. Et donc cette multidimensionnalité, en fait, elle est juste là pour pousser la conscience plus loin, plus loin, plus loin. Et c'est ça qui compte. Après, le reste, on ne peut pas vérifier, hein, mais ce qu'on voit de concret, c'est que chaque fois, ça pousse l'humain vers ce que tu dis nominal, c'est-à-dire aller vers une dimension supérieure. Et c'est ça qui est intéressant dans ce débat, c'est qu'en fait, on se rend compte que l'intelligence supérieure qui est derrière tout ça, qui est là dans l'invisible, c'est une intelligence d'abord, parce que ça sait très bien ce que ça veut. Et en plus, ça a de l'humour, on a plein d'exemples où ça se moque gentiment de nous. Ouais, alors ça, on en donne dans les livres, c'est assez bluffant, ça se moque gentiment de nous. Deuxièmement, c'est une intelligence bienveillante. Elle est intelligente, elle est bienveillante, elle répond toujours dans le sens favorable à nos demandes. Et en plus, ça, je sais pas si vous êtes assis, hein. Ça c'est terrible. Elle obéit à nos ordres. C'est pas elle qui dirige le monde, c'est vous. Et ça, c'est très dérangeant. Donc c'est le constat. C'est que c'est pas elle qui dirige nous, créatures, c'est nous qui la dirigeons. Quand on a une maladie, en fait, cette intelligence ne fait qu'obéir à notre ordre inconscient, donné à l'univers. On a fait un nœud, ça fait une nouure, ça fait un mal. Mais c'est nous qui l'avons créé. Et ça, c'est très, très embêtant. Parce que quand on arrive dans cette dimension-là, amen. En fait, juste pour rajouter un petit truc, on considère que tout est fractal. Tout le monde en parle. Et imaginez que si votre âme a fait des expériences dans d'autres vies et que la conscience n'a pas pu émerger de ces expériences, en fait, votre âme va revenir et revivre la même chose, symboliquement, et donc travailler, dénouer et s'éveiller au sens. Et donc, si on reste juste dans cette vie-là de la naissance avec nos parents jusqu'à la fin, tout ce qu'on a vécu, ça pourrait être aussi un fractal de ce qu'on a peut-être vécu avant, sans trop aller loin et se poser trop de questions. On a tout, en fait.
Moi, je voudrais rajouter une chose parce qu'il y a un aspect qui m'a touché dans votre questionnement. C'est, vous avez parlé d'âme malade. Ce terme me dérange parce que je ne crois pas qu'il y ait des âmes malades. Je pense qu'il y a des âmes désorientées et qu'il va falloir accompagner pour les réorienter. Et c'est pas une maladie d'être désorienté, c'est parce qu'on cherche le chemin. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, en termes d'âmes malades, oui, il y en a. On en a des exemples sous les yeux aujourd'hui. Ce sont des âmes extrêmement sombres et qui sont engendrées par des souffrances phénoménales qu'on ne peut pas mesurer. Et je dirais que la seule approche que, d'un point de vue médical, de réflexion médicale, je peux avoir aujourd'hui, c'est en m'intéressant à certaines maladies psychiatriques, et en particulier les psychoses. Là, on peut parler d'âmes malades. Mais globalement, ce soir, je ne crois pas qu'il y ait parmi nous des âmes malades. Il n'y a personne qui s'est levé avec une Kalachnikov encore. Calmons-nous. Marie-Laure, tu voulais rajouter? En fait, je voulais, ce que j'allais dire ressemblait à ce qu'a dit Rose, c'est-à-dire que, alors, bon, moi je suis moins spécialiste de ça, mais dans la vision Brennan, elle dit que c'est une vision holographique, de la même façon que à partir d'une seule de nos cellules, quelque part, on retrouve l'ensemble des informations de notre corps physique. Une parcelle de notre corps énergétique recèle toutes les informations. Donc voilà, ça, je ne sais pas si ça répond à la question. Enfin. Moi, j'aurais une question sur les pathologies. Du coup, si toutes les pathologies sont guérissables, et si ça peut être un choix de mission de vie, enfin dans sa mission de vie, que cette pathologie fasse partie de, un peu de pas de la punition, enfin de ce qui va nous permettre d'apprendre, ou est-ce que tout est guérissable en fait? Alors, pathologie, est-ce que tout est guérissable, docteur? D'abord, je me fâchais. Il n'y a aucune punition. Ça. Aucune maladie n'est une punition, ça, il faut sortir ça du crâne. Et les cellules, même, c'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est ce qu'on essaye d'instiller et qui a été instillé de façon phénoménale pendant le Covid. C'est attention, si vous ne faites pas ça, vous êtes des vilains, il faut arrêter les conneries à un moment donné. On a affaire à des adultes. Voilà, on parle de sujet, parce que là, on n'a pas fini. Donc non, et ensuite, est-ce que toutes les pathologies sont guérissables? Oui. Même si Mais je crois qu'il faut arrêter de penser la guérison comme un abandonnement des symptômes. C'est-à-dire qu'on peut continuer à être porteur d'une pathologie, et j'en suis un exemple. Je suis né avec une malformation cardiaque qui a été opérée, j'ai une valve artificielle, et j'ai un traitement, parce que si je ne prends pas ce traitement, je suis en arythmie. Donc oui, j'ai un cœur qui est de toute façon atteint. Mais c'est de naissance, je suis arrivé avec ça. Et il fallait ça pour que je fasse le chemin que j'ai fait. Donc c'est tout. Après, est-ce que mon cœur va bien? Oui. Est-ce que mon cœur physique va bien? De temps en temps, il me dit calme-toi. Donc m'énervez pas. Oui, dis-toi. Oui, justement, par rapport à votre histoire, Jean-Patrick, c'est ça? Oui. Parler de votre cœur, je vais essayer d'être plus avec votre cœur. C'est essayer de comprendre, en fait, le lien. Vous disiez tout à l'heure qu'il n'y a pas de hasard, en fait, on est malade. La maladie, il n'y a pas de hasard. Donc, par rapport à votre exemple, là, sur vous-même et sur votre pathologie, en fait, on parle de médecine de l'âme. Donc, quel lien on peut faire entre, finalement, même si j'ai bien compris et ce que vous avez dit, ça vous a permis, en fait, de faire tout le chemin que vous avez fait, en fait, que vous n'aviez pas eu cette pathologie, ce problème, en fait, c'est le lien entre l'âme, la médecine de l'âme. Je vois ça un peu plus sur un côté un peu pragmatique, quoi. On pourrait considérer que vous avez fait tout ce chemin avec la psychanalyse, tout ce que vous avez fait, et aujourd'hui, pourquoi ça perdure, en fait? La médecine de l'âme, elle est à quel niveau, quoi? Ouais, je vais reposer la question pour qu'on l'entende. Ça pose la question de, c'est un peu pour rebondir sur les pathologies,
toi, ton âme, elle vient, tu arrives sur Terre avec cette pathologie, ça t'emmène et ça t'amène à faire un cheminement, et apparemment tu as fait ce chemin, et la question c'est pourquoi la maladie reste là? La maladie reste là parce que c'est une malformation à la base et qui a demandé un remplacement valvulaire. C'était un rétrécissement aortique, ça s'appelait comme ça. Il fallait changer la valve, sinon je serais pas là pour vous en parler. En plus, ça s'est déclenché, ça a décompensé alors que je faisais une conférence à Caen, donc il faudrait peut-être pas en rajouter une couche. Non, mais là, il plaisante parce que il m'a dit, tu sais que la dernière fois que je suis venu à Caen, je suis sorti sur un brancard. C'est vrai. Bon, c'était il y a 17 ans. Ensuite, il y a des choses que c'est pas le lieu, en fait. C'est pas le lieu de dévoiler l'intimité de ma propre existence et de ce qui s'est passé à ma naissance. Mais aujourd'hui, parce que j'ai fait un travail, pas simplement une psychanalyse, mais une recherche intérieure assidue depuis des années, ça fait quand même 35 ans ou 40 ans que je suis tombé dans le chaudron, et c'était pas la potion magique. Hein. Donc, il y a tout ce travail intérieur qui a été fait, qui m'a permis aussi de retrouver les circonstances même de ma naissance et comment ma naissance a été vécue. Et le jour où j'ai retrouvé ça, je dis, je comprends pourquoi j'ai fondé cette médecine. C'était une évidence. Et il fallait qu'il y ait ces pathologies cardiaques pour réveiller, en fait, cette intelligence du cœur qui sommeillait. Ce qui est intéressant, c'est que là, il est en train de nous dire que finalement, ça l'amène à développer plus que sa propre guérison, puisqu'il est en train de le mettre au service d'un collectif qu'il appelle la médecine de l'homme. Comme toi, ça t'a amené aussi, Marie-Laure, à partager plus, et comme nous, ça nous amène à partager plus avec le collectif. Et c'est comme si ça, par rapport à ce que tu disais, la médecine de l'âme, c'est comme si cette médecine de l'âme, elle dépasse la pathologie d'un individu pour aller s'obliger à nous occuper d'un collectif. C'est ça qui est intéressant aussi. Et comme vous parlez de collectif, est-ce qu'on peut faire un lien avec la médecine quantique, par exemple? Médecine quantique, moi je suis pas spécialiste. Philippe, quand il vient, Philippe Guillemont, quand il vient chez nous, je ne comprends rien. Moi, je préfère boire l'apéro avec lui que... Bon, bien sûr que c'est quantique, mais Jean-Patrick, il va dire que c'est le quantique des quantiques. J'ai plus rien à dire. Oui, on peut dire que c'est physique quantique, on peut dire que c'est des médecines chamaniques, on peut dire que c'est... Oui, ça se rejoint tout, ça se rejoint tout. Mais je crois qu'il faut pas chercher à faire rentrer ça dans des cadres scientifiques. Le problème de la médecine quantique, c'est aussi ça, c'est que on essaye de dire oui, mais il y a quand même du scientifique là-dedans. Je suis désolé, la foi c'est pas scientifique. Et il faut l'accepter. Mais c'est bien, j'essaie de poser des questions, en fait, et ça émane de vos réponses, et c'est très bien, on est dans du collectif, donc moi ça me va très bien, hein. Je ne suis pas dans une case du tout. Moi, j'ai juste envie de rajouter que le quantique, enfin la médecine quantique, ça a prouvé ce que les guérisseurs savaient depuis des années, c'est-à-dire qu'on peut guérir à distance, quoi. Enfin, les énergéticiens, ils font de la médecine quantique depuis toujours, en fait. Sauf que, on n'avait pas de mots scientifiques pour l'expliquer. Voilà, bon, très bien. Oui, en fait, le problème, c'est toujours l'expérience. C'est-à-dire, moi, j'ai vu les guérisseurs philippins enfiler leurs mains dans le corps des... C'est pas possible physiquement, mais ils le font. Bon, c'est possible énergétiquement, c'est prouvé. Mais alors? Je veux dire, et alors, on en fait quoi? Moi, je suis comptable, hein. On en fait quoi? C'est toujours pareil. C'est pas ça qui est en jeu dans la médecine de l'âme. Dans la médecine de l'âme, ce qui est en jeu, c'est la conscience. Est-ce qu'on reste dans une conscience, par exemple, qu'il y a un bien et qu'il y a un mal, et que le mal, c'est la maladie, et que c'est peut-être une punition, tu vois? C'est un schéma très judéo-chrétien. N'en déplaise aux gens qui sont vraiment dans une démarche sincère, religieuse, n'en déplaise, dans le collectif, c'est perçu comme ça. Est-ce qu'on reste là-dedans ou est-ce qu'on passe dans autre chose? Et la médecine de l'âme, elle pose vraiment la question de est-ce qu'on sort de la dualité bien-mal, par exemple? Ça pose cette question. Hein. Si on reste dans la dualité bien-mal, on va chercher des techniques médicales nouvelles, toujours pour faire partir les symptômes,
toujours en présumant que le patient est innocent et que le mal, c'est la maladie. Bon, on ne peut pas rester là-dedans quand même. On n'est plus là-dedans maintenant. C'est un peu ça que ça pose comme question derrière. Tu voulais dire quelque chose? C'est bon. C'est bon. Oui, ça va loin parce que ça pose des questions qui sont presque philosophiques et ça nous touche dans une profondeur. Et c'est très très dérangeant quand on parle de médecine de l'âme parce que ça pose les questions d'une autre manière. Et c'est pas une question de technique médicale ou de technique d'approche ou de façon d'approcher la maladie avec une science ou pas une science ou je sais pas. Non, ça pose une question qui nous dépasse parce qu'on n'a pas la réponse. On n'a pas la réponse. Et si vous voyez un karma, par exemple, vous imaginez un petit gamin, il arrive, il a des conditions de naissance qui sont pas sympas, et il a un truc au niveau cardiaque, et tu vous dites, mais pourquoi? Vous dites à la vie, pourquoi ça? Et il n'y a pas de réponse. Et ça, c'est très perturbant. Et heureusement, d'ailleurs, peut-être qu'il n'y a pas de réponse, parce que si on avait réponse à tout... Non, de toute façon, une question qui commence pas pourquoi, elle sert à rien. Par pourquoi, elle sert à rien. Parce qu'en fait, elle génère que des explications. En fait, la seule question, c'est comment je vis bien avec, c'est tout. C'est pas pareil. Maître du temps. 30 minutes par rapport à quoi? Par rapport à minuit. Par rapport à minuit? Par rapport à 22h? Ça fait 1h30 qu'on parle? Oh, ça fait déjà beaucoup, non? À moins que vous ayez encore des questions. On n'est pas couché. Il y a quelqu'un qui a écrit un bouquin qui s'appelle Le bug humain. Le bug humain. Un livre qui s'appelle Le bug humain? Ça vous dit rien? Non. C'est un neurobiologiste et qui explique. Bah déjà, c'est un bug. Si les neurobiologistes, c'est un bug. Et qui explique en fait que le problème de l'humain, c'est que c'est une petite glande qui s'appelle le striatum. Ah, on connaît pas. Je connais pas. Bah, c'est le genre de bouquin qui sert à caler les armoires. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que l'anagramme de striatum, c'est immature. Donc le problème de l'humain, ça serait l'immaturité. Voilà. Ben, là, c'est intéressant comme remarque parce que en fait, ça pose la question de cette volonté que l'âme aurait de se connaître, ce que tu as dit, connais-toi toi-même, de se connaître, et on dit dans les traditions que l'âme veut se révéler à sa divinité, et comme l'a dit Marie-Laure tout à l'heure, à sa place, c'est-à-dire si ma place c'est je précise, notre place c'est pas tout de prendre le micro puis de parler dans un public, peut-être que ma place, moi, c'est d'être cordonnier et puis de bien faire mon travail. Comptable, bah oui, j'ai essayé de le faire bien, je suis parti quand même, pour pas devenir fou, je me suis dit. Mais ça pose la question de c'est quoi la mission de l'âme, tu vois, on pourrait peut-être aller un peu sur ce truc-là. L'immaturité de l'homme, c'est quoi? C'est aller vers une maturité. Probablement que l'homme, on en est... Enfin, moi, j'aime bien le symbole. Je dis, bon, on a fait des millions d'années ou des milliers d'années de culte de la déesse mère. Comme l'enfant qui sort du ventre de la mer, il découvre d'abord la mer. Donc la première chose que l'humain découvre, c'est la terre. Et les cultes de la terre-mère. Puis après, il y a le culte du père qui arrive, avec les religions monothéistes. Puis après, il y a la révolution qui arrive. On balance le père et la mer, on l'exploite, la terre, on l'exploite, le père, on n'en a rien à cirer des lois conséquences, on fait nos lois mentales. On va même faire de l'intelligence artificielle bientôt. On est en pleine crise d'ado. On est en pleine crise d'ado. On est en train de faire notre 14-21, notre cycle de 7 ans de crise d'ado. Et on est en train de détruire nos images du père et de la mère. Du Dieu le Père, on l'a supprimé, la terre-mère, on l'a supprimé. Donc on est en termes d'évolution sur une échelle de vie de 80 et quelques années. On est jeune, hein. On est jeune, on n'a pas encore commencé le travail, on n'est encore pas dans la vie active, tu vois. Enfin, moi, je le vois un peu comme ça, pour vous provoquer. Peut-être qu'en fait, on se croit très, très évolué, mais qu'on est encore vraiment juste en train de sortir de notre crise d'ado. De toute puissance. Ça vous parle, ça?
en plein dedans. Ça te dit, ça? Moi, je situe un peu plus loin. Ah ouais, sympa. En fait, c'est une crise profonde de civilisation. Il faut être clair, c'est la fin de l'hégémonie de l'ego. Il est temps que l'ego lâche un peu la prise et accepte qu'il y a des dimensions supérieures qui l'attendent pour qu'il se réalise. Donc c'est un peu plus loin que l'ado, c'est déjà le milieu de l'âge adulte. Ce qu'on appelait à une époque la crise de la quarantaine. Ouais. La crise de la quarantaine, c'est quand... On est d'accord sur la crise déjà. C'est une crise de civilisation, et elle est manifeste. C'est une crise de civilisation profonde, et quand on voit les super-égos qui sont à l'œuvre, il n'y a qu'à voir entre Trump et puis l'autre là qui va dans la Lune, qui vend des voitures électriques. Je ne sais même plus son nom. Musk. D'accord. Bon. Déjà, quand on s'appelle Musk, ça fait rien. Et c'est une crise fondamentale qu'on retrouve dans la crise, ce qu'on appelait à une époque la crise de la quarantaine, qu'on pourrait qualifier crise du réveil. Il est temps de se réveiller à sa vie intérieure. Et c'est peut-être ça qui nous est demandé aujourd'hui, collectivement. Est-ce que vous allez enfin vous réveiller à votre vie intérieure et arrêter de croire que vous allez dominer le monde par l'extérieur? Les conséquences sont lourdes. Oui. Un ado, il fout le bordel dans sa maison, mais il ne met pas en péril la vie sur Terre. Un adulte, oui. Il faut être adulte maintenant. Vraiment. Et ça touche tous les domaines. Pas que la médecine. Peut-être bien qu'il y a... à une époque, j'avais un projet de bouquin qui s'appelait l'alimentation juste, une médecine pour l'homme, une médecine pour la planète. Je pense qu'il va falloir que je l'écrive. Oui. Mais on n'arrête pas de me dire, ouais, c'est ça aussi, il faudrait que tu l'écrives, ça aussi. Foutez-moi tranquille, j'écris si je veux. Vous entendez l'enfant rebelle? J'ai toujours été rebelle. Tu parles. Je suis tombé sur un bouquin il n'y a pas longtemps qui disait qu'en fait le rebelle, c'est justement celui qui cherche à sortir des rails. Il faut savoir dérailler et déraisonner. Sortez de la raison. C'est là où le discours scientifique essaie de nous enfermer. Ça ne veut pas dire qu'il est faux. Ça veut dire que s'il est seul à avoir la parole, ça devient faux. Il y avait une question là-bas tout au fond. Savoir si ça vient en jeu les fausses croyances et justement s'il n'y avait plus de religion, est-ce qu'on serait mieux? Alors, les fausses croyances, et s'il n'y avait plus de religion, est-ce qu'on serait mieux? Alors, le problème, c'est que, vous savez qu'on a remplacé les dogmes religieux par des dogmes scientifiques. Hein. On a juste changé on est passé des soutanes noires aux blouses blanches. Il y a plein d'analyses qui montrent que depuis le Moyen-Âge, on n'a pas tellement évolué. Depuis les guerres d'Inquisition, le bien, le mal, où on était le bien, c'est le Dieu, et puis le mal, c'est le diable. On a balancé les religions, puis on a remplacé par la science, et maintenant le bien, c'est le médecin, et le mal, c'est la maladie. C'est toujours un peu les mêmes systèmes de réflexion binaires. Mais bon, je veux bien que vous approfondissiez. Moi, je déblaye le terrain, puis débrouillez-vous. Je crois qu'en fait, il y a une confusion, c'est-à-dire que il ne faut pas confondre la religion et la vie spirituelle. Ce sont deux choses différentes. Et la religion, c'est un système qui essaye de transmettre un message qui est véridique, mais ensuite qui est transmis par des hommes qui l'ont pas forcément compris. Qui l'ont pas expérimenté. Ou qui l'ont pas expérimenté. La spiritualité, c'est tout autre chose. Et si on resitue les choses sur le terrain de la médecine, quand on regarde les médecines traditionnelles, et quand je parle de médecine traditionnelle, c'est la médecine chinoise, la médecine ayurvédique, la médecine amérindienne, etc., etc., etc. Elles sont reliées à des traditions spirituelles, pas à des religions. Et aujourd'hui, la question qu'on peut se poser, parce qu'on est dans une tradition chrétienne, ici,
mais c'est une tradition. Et je ne parle pas de religion, je parle de spiritualité. Sauf qu'effectivement, le discours religieux ne donne pas accès au message spirituel qui est contenu. Et peut-être qu'il va falloir se poser la question, c'est comment on se réapproprie. Et bien, il n'y a qu'une seule façon, ça s'appelle l'étude. Mais c'est pas une étude exégétique comme ça se passe dans l'Église, je dirais, ou dans les autres religions. C'est une étude contemplative. C'est quoi l'étude contemplative? C'est essayer de percevoir l'ordre du monde à travers des textes. C'est la même chose que le connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et Dieu. C'est une ouverture, en fait, de nos perceptions qui nous permet de lire le texte, mais derrière ce qu'il y a écrit. Et c'est comme ça qu'on peut apercevoir que l'être humain aujourd'hui n'est pas l'être animal. Il est hominal, c'est dit dans la Genèse clairement. Et après, on est tous d'une façon ou d'une autre blessés par notre éducation religieuse parce qu'elle a essayé de nous faire rentrer dans un certain moule. Mais peut-être qu'à l'âge adulte, il faut se réapproprier ce qu'il y a de spirituel dans la tradition. Et c'est un sacré boulot. Hein. Ça demande de s'y consacrer. Ah ouais, il y a une autre question encore. En fait, j'ai tellement de trucs à dire là que j'ai peur d'en oublier une partie. Parce que du coup, je me dis, je faudrait que je réponde ça, je réponds ça. Du coup, alors, par rapport... mais je pense qu'on peut faire le lien entre les deux, entre votre question et puis la question précédente, je crois. C'est-à-dire... déjà, je trouve que effectivement, tu peux apprendre des religions, mais aller bien plus loin que ça. C'est-à-dire que tu peux te créer ta propre spiritualité en fonction de ce qui t'arrange, de ce qui t'arrange pas. Donc les croyances, tu les gardes, tu les jettes, tu en fais ce que tu veux. Déjà, c'est la première chose. Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur est-ce qu'on est à l'adolescence ou est-ce qu'on est à la classe de la quarantaine ou pas, je pense qu'il y a il y a un éveil collectif. Le fait que vous soyez tous là le montre. Et en même temps, voilà, même si ça m'embête d'utiliser cette expression, enfin bref, en même temps, il y a justement une volonté d'empêcher cet éveil collectif avec les outils technologiques qu'on connaît, qui font qu'on est maintenu dans une espèce de vibration assez basse pour éviter qu'on soit tous beaucoup plus éveillés et que ça aille plus rapidement. Et donc, la dictature des blouses blanches en est la preuve, entre autres. Quoi. Je sais pas si ça fait du sens. Alors moi, la question que je me pose quand tu dis ça, est-ce que ce serait pas une volonté, une énergie, mais un chemin pour éprouver notre détermination? Ah, ça se peut, ouais. Mais ça me plaît comme idée. Je veux dire, justement, la connaissance est accessible à ceux qui la cherchent. Ouais. On développe ça dans le dernier livre, Les 3 épreuves, tu sais. Je ne l'ai pas lu. Non, mais les 3 épreuves qui attendent l'humanité. Enfin, c'est pas pour dire. Mais moi, je pense que c'est un bouquin qu'on doit tous lire parce que c'est tellement ce qui se passe. Et c'est tellement, on le voit dehors, mais ça se passe dedans, qu'il faut vraiment qu'on le voit dedans, c'est urgent, parce qu'on peut vraiment se faire avoir. Ouais, c'est ça. Mais ça fait, ce que dit Rose, ça fait partie de ce qu'on appelle dans la tradition les gardiens du seuil. C'est à partir du moment que Jésus l'a rencontré dans le désert, il a rencontré 3 fois le diable, qui est venu le tenter 3. Il y a toujours ce 3, tu vois. Bon, Bouddha l'a rencontré dans sa méditation, etc. Tu veux aller vers le spirituel, tu rencontreras le gardien. Parce que c'est le poussin qui doit sortir de sa coquille. Et il n'y a personne qui vient lui casser la coquille de l'extérieur. Sinon, c'est foutu. Voilà, ça fait une omelette. Non, c'est fait une omelette. Ah non, alors là... Je sens qu'il commence à avoir faim, Jean-Patrick. Oui, l'histoire du gardien du seuil, alors on peut le prendre en disant toujours pareil, est-ce que ça vient nous tester pour voir si on est capable, ou est-ce que c'est une condition d'évolution de la conscience? Je veux dire, est-ce que s'il n'y a pas un gardien du seuil pour empêcher
le lichen de venir sur la pierre, est-ce que le lichen va être suffisamment accroché sur la pierre pour créer un jour de l'herbe? Oui. Est-ce que l'herbe, si elle n'est pas capable de résister à la sécheresse, elle va disparaître? Et vous comprenez que l'évolution se fait au prix d'un effort. C'est pour ça que dans la Bible, on dit, bon, le royaume des cieux, il n'est pas pour les tièdes, c'est ça, non? Ben oui, parce qu'en fait, ça demande une connaissance, mais ça demande un effort. Hein. Moi, je te rejoins, ça demande une connaissance, mais ça demande un effort, une volonté, il faut y aller. Et si on n'y va pas, ben on peut faire ce que tu as dit, on peut se faire avoir par la technologie, par le métro boulot dodo, par le... puis voilà. Mais c'est pas grave, hein. Il y en a d'autres qui iront. Ouais. Et puis ça reviendra d'une autre manière. C'est juste qu'on a une occasion. Ce que tu dis là, on a une occasion inespérée. C'est qu'en ce moment, l'époque est super propice. Voilà. Merci du mot. L'époque est super peu propice parce qu'elle est super dangereuse, super grave, super stressante, super tout ce que vous voulez. Donc elle est super propice. Le Covid, toi tu l'as connu, bon bah on l'a connu, tout le monde l'a connu, ça a réveillé plein de gens. Ouais. Il y a plein de gens qui rigolaient. Moi je me rappelle, je vous dis un truc comme, on était à Dax en vacances, et puis ils commencent à mettre les masques obligatoires pour les restos, puis nous on est en vacances, on veut le resto. Bon, on n'a pas de masque bien sûr. Donc on arrive à un resto, et le gars il me dit, faut mettre un masque. Alors je sors un mouchoir usagé pour aller m'asseoir à la table là, je sors le mouchoir, je le mets comme ça, puis bon, je suis déjà assis, puis je relève mon truc, voilà. À l'époque, c'était juste, il fallait mettre le masque entre la porte d'entrée et la table. Et le lendemain, je me réveille et j'ai une phrase qui me dit dans la tête, qui dit, aujourd'hui, on rit d'être si con. Demain, on pleurera d'avoir été si con. Et ça s'est confirmé. On a rigolé un moment, mais à un bout d'un moment, on a commencé à moins rigoler. Et c'est ça qu'il faut pas laisser passer. La conscience, quand elle est là, faut pas dire « Oh, je verrai demain, je m'en fous aujourd'hui ». Je veux dire, tu vas dehors, tu fumes, et puis tu dis « Je sais que ça peut me donner le cancer, mais bon ». C'est quoi le « mais bon » ? Ben, c'est pas de la conscience. Parce que si j'avais la conscience, j'ai la connaissance, j'ai le savoir que fumer, c'est marqué, en plus je le sais lire, c'est marqué sur le paquet. Mais si je suis pas capable de dire non, stop à la force de la tentation, alors ça veut dire que ma conscience n'est pas assez mûre. Vous comprenez la conscience? La conscience, elle doit être ferme. C'est non. Non, ben c'est le non dans la tradition chrétienne. Non, tu ne passeras pas. Le nom de Gandalf, faut rappeler avec le bâton. Tu ne passeras pas. C'est un non. Et si vous n'êtes pas capable de dire non, de dire oui, comme dit Rose, un oui ou un non, si vous n'êtes pas capable d'avoir un oui ou un non, vous ferez mieux la prochaine fois. Hein. Il n'y a pas d'enjeu, c'est juste de dire, ça permet de mesurer où est-ce qu'on en est au niveau de notre conscience d'âme. C'est tout. Question? Pourquoi c'est si dur d'accéder à son âme, en fait, finalement, c'est tellement bien et beau. Alors, pourquoi c'est si dur d'accéder à son âme, Pauline? C'est toi, Pauline? Pauline, est-ce que tu as une âme déjà, toi? Je la connais, vas-y, une jeune âme. Elle veut accéder à son âme, déjà, c'est mal barré. La pauvre. Je la vois pas, je sais pas. Elle est derrière. Elle est toute cachée derrière. Oui. Oui, alors, juste, je te taquine, Pauline, parce qu'on se connaît, mais c'est juste que vouloir accéder à son âme, comme la question est posée, c'est un problème. Ça veut dire qu'il y a toi et il y a l'âme. Tu vois, vouloir accéder à son âme. D'abord, elle est où? Et qui es-tu, toi? Et qui est l'âme? Bon, là, déjà, c'est mal barré. Où est l'âme? Et où est l'âme, en plus? Elle est accédée, à quel endroit elle est? C'est qui? C'est quoi? Et moi, je suis, toi, t'es qui, alors? Oui, c'est ça le problème. La question est mal posée. Parce que ça différencie, ça divise, ça sépare ceux qui parlent et qui disent je, c'est-à-dire toi, Pauline, de ceux qui t'animent. Ça ne les sépare. Il y a moi et mon âme.
Et c'est juste ce verbe-là, c'est bien comme conclusion. Juste ça, c'est grave. En fait, c'est pas difficile du tout. C'est pas difficile du tout. Il suffit de faire une chose, éteindre les écrans, s'asseoir un moment dans l'immobilité, dans le silence, et laisser écouter ce qui se passe dedans. Et là, on a accès à l'âme. C'est ça. Je vous ai partagé ça tout à l'heure en disant que j'avais médité en demandant qui suis-je et j'avais entendu l'âme à la vie est guérisseuse. Mais du coup, la difficulté, c'est d'écouter ce qu'elle te dit, d'entendre ce qu'elle te dit, d'accepter guérisseuse. Moi, j'étais à des années-lumière de ça. Mais en fait, si tu suis le chemin qu'on t'indique, sans préconçu, tu vois ce que je veux dire? C'est ça le plus difficile. Parce que tu y as accès tout le temps, il suffit de lui demander. Il a raison, Jean-Patrick, tu t'assois, puis tu demandes, puis tu écoutes. Et peut-être tu vas avoir la réponse en 5 minutes, et peut-être tu vas l'avoir en 5 heures, et peut-être tu vas l'avoir en 5 jours, et peut-être tu vas l'avoir en 5 mois, mais tu vas l'avoir. On va faire un truc, tiens, on va faire un truc. Pour arrêter la conférence, parce que sinon... Non, c'est aussi pour faire une expérience. Ce que je vous propose, vous ferez après, hein. Ce qu'on va le faire, c'est un exercice qui dure, allez, 5 secondes, pas plus. Je vous laisse pas plus de 5 secondes. Si vous n'êtes pas capable de le faire en 5 secondes, on laisse tomber. Vous allez, on fait le classique, prendre une posture confortable, les pieds par terre, voilà. Et vous allez faire un truc, vous allez fermer les yeux. Et puis je vous guide, vous allez fermer les yeux et vous allez observer, vous rentrez votre regard à l'intérieur, ce qu'a dit Jean-Patrick, et vous allez juste essayer de sentir si à l'intérieur de vous, il y a une présence dans la zone du thorax. Voilà, fin de l'expérience. Oui, il ne faut pas que ça dure trop longtemps, sinon ça devient barbant, mentaliste. C'est où? Il a dit dans le thorax, c'est où? C'est... Non, c'est où? Vous rentrez dans le thorax et vous sentez qu'il y a quelque chose qui fait... Où il y a quelque chose qui fait... Où il n'y a rien. Un grand néant, c'est encore mieux. Si vous rentrez dans le thorax et il n'y a rien, vous allez toucher l'âme. Vous allez toucher le divin. Il n'y a rien, dis donc. Refaites une expérience. Refermez les yeux. On s'amuse entre nous. Les personnes qui filment. Allez, on rentre à l'intérieur. On va faire un truc. Vous observez ce vide, là, ce vide sidéral. C'est ça qui te fait peur, peut-être, Pauline. Dedans, il y a du vide. Il y a du vide. Il y a une présence dans le vide. Et vous allez essayer de vous mettre là-dedans et juste observer que dans ce truc-là, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas d'espace. Autrement dit, il n'y a pas de corps. Il n'y a pas d'identité. Il n'y a pas de polarité. Il n'y a rien. Après, vous mettez dans ce truc-là et vous décidez de le laisser s'ouvrir et rayonner vers l'extérieur. Au niveau du cœur. Vous êtes rien et vous le rayonnez. Normalement, ça fait du bien. Vous pouvez ouvrir les yeux, vous ouvrez les yeux. C'est juste des exercices, mais c'est bête, mais c'est tellement vrai qu'à l'intérieur de nous, il y a une présence qui n'a pas de sexe, qui ne dit pas je suis un homme ou je suis une femme. Ça ne dit pas j'ai 40 ans, 50, 60. Ça ne dit pas je suis cadre supérieur. Ça ne dit pas je suis à quand. À quand la prochaine. Ça ne dit rien, mais cela est le verbe être. Et ce truc-là, on y a accès. Il suffit de se poser, quoi. On y a accès. Vous êtes en voiture, vous y accédez, et vous ouvrez, vous dites waouh. Et puis voilà. Non, pas en conduisant.
Non, c'est juste pour vous dire que c'est plus simple qu'il n'y paraît. Ça va, si je dis ça comme ça? On arrête là-dessus? Oh, non, bon, voilà. Bonne conclusion. Merci. Merci beaucoup.